La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé, tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques, au-delà du simplisme « manger moins et bouger plus ». Alors, comme tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Ethicon pour la production, ce qui nous permet de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à La Poche Gastrique. Salut Alex. Salut Pierre, ça va? Ça va? Ben écoute, finalement, on a réussi à en faire 2 épisodes. Ça devrait être serré, ça devrait, c'est ça, sans avoir trop de période de temps entre les 2 épisodes. Bref, bien content. À soir, en plus, on va parler d'un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse énormément nos patients. Effectivement. Et pour ça, ben, on a une invitée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Evelyne. Merci d'être là encore pour un deuxième épisode. Merci d'être là, ben oui. C'est un plaisir. Evelyne, est-ce que tu peux te présenter? Mais bien sûr. Donc, Evelyne, nutritionniste diététiste. Donc, je travaille en pratique privée, donc pour Parlons bariatrique, et je suis créatrice de contenu, vulgarisatrice scientifique sur les réseaux sociaux, donc pour la chirurgie bariatrique. Parlons-en. Excellent. Écoute, honnêtement, ça nous fait très plaisir parce que, Alex, c'est probablement comme moi, on se fait poser combien de questions à longueur de semaine? Il y a tellement de demandes. C'est pour ça que, écoute, tu combles un besoin qui est tellement important. Fait que, aujourd'hui, on parle de nutrition, puis on voulait faire plus qu'un épisode là-dessus, puis au final, si ça continue notre affaire, on va faire plus que 2. Là, ouais, aujourd'hui, on voudrait un peu démystifier la réalimentation après la chirurgie, puis si on a un peu de temps, peut-être parler des problèmes, mais surtout, on a parlé au dernier épisode de l'alimentation en prévision de la chirurgie. Mm-hmm. Là, on veut parler de on a été opéré, qu'est-ce qui arrive? C'est tout à la même Oui, longueur d'onde. exactement. Puis comme on a déjà dit, à chacun des épisodes, on essaie de reprendre des questions qu'on reçoit sur Facebook. Comme on a dit à plusieurs reprises, on ne répond pas aux questions. On n'a pas le temps, on veut garder ça à l'extérieur. Puis on a dit, on lit vos questions, on les garde, puis les meilleures questions, on les introduit. Puis aujourd'hui, il y en a une qui est très bonne. Oui, non, c'est ça. Écoute, j'ai regardé un commentaire, puis de mémoire, c'est une patiente là, qui fait... Elle nous parle de ses hypoglycémies après son bypass gastrique, sa dérivation gastrique. Puis, c'est un problème qui est relativement fréquent pour la majorité. Il y a des versions de tout ça qui sont un peu rares, là. On ne fera pas un épisode là-desdessus. La madame mentionnait que ce n'était pas souvent discuté en amont de la chirurgie. Puis, j'ai envie de dire qu'elle a probablement raison. Fait que là, on va le dire aujourd'hui. L'hypoglycémie après une chirurgie bariatrique, ça peut arriver avec n'importe quelle chirurgie, mais c'est plus fréquent avec la dérivation gastrique en Y de roue. Il y a plein de causes par rapport à ça. Souvent, ça peut être des médications pour le diabète ou l'insuline qui sont mal ajustées. Les patients sont surtraités parce que la chirurgie bariatrique induit une amélioration du diabète. Alors ça, c'est un problème fréquent. Après ça, ça peut être associé à des problèmes d'ordre au point de vue de l'alimentation. On en parle rapidement. Mm-hmm. Alors, la plupart des patients qui font des hypoglycémies après les bypass, ils ont juste besoin, puis je dis juste là, mais juste besoin d'une évaluation complète avec une professionnelle en nutrition qui s'y connaît en chirurgie bariatrique. Puis après ça, il y a des causes rares endocriniennes, de tumeurs qui sécrètent de l'insuline, puis d'hypertrophie du pancréas, là, puis il faut renverser le bypass, mais c'est rare en tabarnouche. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans... On ne va pas là. C'est très, très rare qu'on va là. C'est des sujets de congrès d'experts, puis on n'est pas là pour parler. Exactement. Puis de toute façon, on va en parler un peu d'hypoglycémie tantôt avec Evelyne. Mais moi, je pense que le message qu'il faut retenir quand les gens ont ce genre de problème-là, c'est qu'il va falloir qu'ils consultent. C'est pas juste un petit épisode sur un podcast qui règle le problème. Si vous avez des malaises, surtout après un bypass, ça vaudrait peut-être la peine de s'acheter un glucomètre ou d'en parler à son médecin de famille ou à son chirurgien ou à sa nutritionniste parce que des fois, juste d'avoir un malaise puis prendre sa glycémie puis voir que tu es à 2,9, ça peut changer une vie. Oui, puis par malaise, juste pour clarifier, parce que c'est sûr qu'on n'a pas, une petite lumière qui allume en haut de notre tête, je suis en hypoglycémie. Donc, quelqu'un qui rapporte des grandes fatigues, là, une espèce de coup de barre après le repas, l'espèce de besoin tout à coup de manger, là, comme si c'était une urgence, une question de survie, là, l'espèce de la terre va exploser la si je mange. La rage manger alimentaire. En plein milieu de la nuit qui te fait et qu'on a eu recours à un bypass, que ça fait 2-3 ans, là. Faut consulter. On consulte. Parfait. Alors, je vais vous faire un plan de match pour cet épisode. À l'attaque. Alors, on va nécessairement, aujourd'hui, cet épisode, on part du fait que le patient est opéré. Ça marche?
moi, je vais y aller à 4 phases. Il y a la phase, je pourrais dire, dans le post-opératoire immédiat, c'est les premières semaines. Tu vas me donner ton opinion, parce que nous, on a des protocoles, probablement que tu en as un, mais je vais voir ce qu'elle vient à nous dire. Deuxièmement, je vais vouloir qu'on parle aussi un peu de la nutrition de façon générale en post-opératoire. Troisièmement, avec peut-être des spécifications par rapport au type d'intervention. Sleeve, bypass. Puis après ça, s'il nous reste un peu de temps, sans embarquer dans le détail, mais un peu les complications potentielles que la nutrition a un gros rôle à jouer. Ça va-tu, ça? Ambitieux, mais on embarque. On embarque là-dedans. Excellent. Bon, diète post-op. Toi, Alex, avez-vous un protocole de diète post-op? Bien, nous autres, notre protocole, le jour même, les patients ils prennent une diète liquide. La diète liquide dure environ une semaine. Après ça, on demande aux... Ils ont-tu un document, quelque chose? Ah oui, on leur remet un document, puis c'est sur notre site web aussi. D'ailleurs, si les gens veulent aller voir, nous autres, le site web est ouvert à tout le monde. Là, fait que vous pouvez downloader nos documents. Puis essentiellement, diète liquide pendant une semaine, diète molle pendant une autre semaine, puis après ça, une réintroduction progressive des aliments. Parce que même si ça fait 2 semaines que tu as opéré les pluchettes de blé d'Inde, c'est peut-être pas la meilleure chose à tenter. Là. Donc voilà, puis encore en toute humilité, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Mais au moins, nos guides ont été faits par des nutritionnistes de l'hôpital. Puis alors justement, Evelyne, toi, tu vois ça comment? L'espèce de guide qu'on remet? Parce que nous, on en a un aussi sur notre site Internet. Eux en ont un. Tu l'as sûrement déjà consulté, sûrement déjà vu. Tout à fait. Bien, je pense qu'un des premiers éléments qu'il faut quand même rappeler à tous les auditeurs, c'est que la diète post-opératoire, elle n'est pas là pour accélérer la perte de poids. Son but ultime, c'est de permettre une cicatrisation optimale. Parce que qu'on ait opéré uniquement l'estomac ou qu'on ait eu un ajustement au niveau des intestins aussi, ça demeure qu'il y a quand même une cicatrice, même une cicatrice bien faite. Il faut donner du temps de cicatrisation. Puis, nécessairement, lorsqu'on va faire une modification au niveau de l'estomac, l'estomac, c'est des muscles en pleine direction, l'espèce de coordination, parce que la digestion, c'est mécanique et chimique. À quelque part, si on commence avec des aliments trop difficiles à aller digérer, l'espèce d'incoordination, là, la vie va être compliquée sur un moyen temps. Donc, la diète post-opératoire, son but, c'est de permettre une cicatrisation tout en permettant d'essayer de couvrir le plus possible les besoins nutritionnels pour favoriser une bonne récupération. Une anesthésie générale, c'est pas rien, mais ensuite, souvent, on a fait une diète préopératoire, on l'a bien suivi, on est déjà en carence et donc à plus haut risque de dénutrition. Donc, on va essayer justement dans ces différentes phases-là de couvrir justement nos besoins. Mais là, justement, il y a un beau document du voir à Alex, un beau document Sacré-Cœur avec le CIUS du nord de l'île de Montréal. C'est très hétérogène. Donc, quelqu'un qui va avoir la même chirurgie, la même sleeve par différents chirurgiens au Québec va avoir un protocole post-opératoire complètement différent. Qu'est-ce qui explique ça? C'est bien plate, mais côté données probantes d'études, là, pas beaucoup. C'est pas étoffé. Donc, on y va avec l'espèce de... On appelle ça un gros bon sens, un consensus où est-ce qu'on va y aller avec une diète liquide claire, qui est différente de liquide nutritif d'ailleurs. Tu sais, liquide clair, là, tout ce qu'on voit à travers, le petit jus avec du vrai sucre dedans, pas du faux. Du jello avec du vrai sucre parce qu'on a besoin de glucides pour aller réparer. Donc, des fois, il y en a qui prennent juste de l'eau les premiers jours. C'est pas assez. Pas grand-chose. Non, ça passe pas. Là. Donc, on commence par des liquides nutritifs, des liquides clairs, suivis des liquides nutritifs. On va introduire justement des substituts de repas, du lait protéiné, des boissons de soya, des aliments un petit peu plus consistants. Souvent, on va passer par l'étape purée, s'assurer justement qu'il n'y aura pas de bouchées mal mastiquées qui arriveraient en trop gros morceaux puis qui impliqueraient une digestion mécanique trop importante, une diète molle et ensuite la réintégration de la majorité des aliments. Tu as amené un bon point. J'aimais ça comment tu as présenté ça comme la cicatrisation. C'est sûr que tu comprends. Ça résonne là, pour nous. Ça résonne pour nous, mais moi, je mets un élément supplémentaire qui est un complément. Ce que tu as fait dit à date était parfait. C'est que c'est pas juste une question de fonctionnement musculaire, c'est que l'organe, qui est l'estomac principalement, il est rigide après. C'est comme une cicatrice. Vous savez, tu vas te faire une cicatrice, il y a de l'édème, c'est gros, c'est dur comme ça, puis tout le monde le sait, une cicatrice, 1 an, 2 ans après, tu la sens même plus. Donc, c'est le même principe. Alors, c'est vraiment une structure qui réagit, qui devient épaisse, inflammée, peu compliante, très peu compliante. D'où l'importance, justement, d'avoir une diète. Puis moi, je veux juste rajouter une petite affaire par rapport à ça. Le bébé estomac qui guérit, il a besoin de cicatriser comme il faut. Puis, s'il y a une rage très rapidement alimentaire solide, on n'a pas de données probantes là-dessus, mais
on ne veut pas de fuite. La Non. tuyauterie, il ne faut pas qu'elle coule. Oui, c'est ça. Puis, on le voit souvent, des patients qui n'ont pas suivi les recommandations de base, même s'il y a une hétérogénéité. Je pense que vous comprenez qu'on veut réintroduire l'alimentation de façon progressive au point de vue mécanique. Souvent, c'est des patients qui ont sauté des étapes, puis là, ils viennent nous voir, ça n'a pas bien fonctionné. Ouais. Puis une chose est claire, OK? C'est pas tous les patients qui réagissent de la même façon du tout à la réalimentation puis à la mécanique de toute la patente. Puis il y a des patients que la restriction, jour 1, ils n'ont pas eu de problème avec ça, puis ils ont suivi les trucs, puis ça n'a jamais rien eu. Il y a des patients qui ont des brûlements, il y a des patients que c'est de la pression, il y a des patients que c'est de la douleur. Puis la durée de temps que ces patients-là ont ça, c'est ultra variable. Tout à fait. Hein? Fait que juste dire, si vous entendez que votre meilleur ami n'a pas eu de douleur après 2 jours, puis que vous avez encore de la difficulté si vous ne mastiquez pas après 2 semaines, 2 mois, c'est peut-être normal. C'est normal, right. Ça, c'est un point important. On s'éloigne un petit peu de la nutrition pure, nette, mais Je voulais juste faire ça. Non, mais c'est excellent parce que on le dit, nos podcasts, on veut que ça soit instructif, que les patients s'en servent. On est dans la phase post-opératoire. Fait que d'entendre ce qu'Alex vient de dire là est super important. Oui. Bien, en fait, ça fait un lien nécessairement avec l'alimentation parce que quand il est question d'œdème, d'enflure au niveau de l'estomac, c'est ce qui explique aussi qu'on peut parfois, oui, moduler un peu la durée des différentes étapes. Parce que quelqu'un, on le sait qu'on n'a pas tous dans la vie le même profil inflammatoire. On sait qu'on ne sait pas encore grand-chose sur l'inflammation là, en termes de science. Mais quelqu'un qui a un grand profil inflammatoire, donc qui a beaucoup d'enflure, bien, il va probablement falloir qu'il suive la diète sur quasiment 6 semaines pour réintégrer. Ça se peut que d'autres personnes, là, je ne suis pas en train de dire à tout le monde d'accélérer le processus, c'est pas ce que je dis du tout, mais ça se peut que chez certaines personnes, on soit capable justement de devancer légèrement, surtout si les signaux de faim sont particulièrement présents. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre autre podcast qu'on a enregistré, si la préparation au niveau de la mastication a bien été faite. La phase purée, là, vous et moi, manger tout en purée, c'est pas là qu'on a des épiphanies gustatives et que c'est particulièrement plaisant. Là. C'est ça. Mais si on a bien pratiqué notre mastication en prenant des petites bouchées, bien, ça se peut qu'on soit capable de passer une étape molle plus rapidement en étant très conscient de notre alimentation. Parfait. Avant de passer à la deuxième phase de notre podcast d'aujourd'hui, je vais te lancer une balle. Parce que le jeu qu'on parle un peu plus avant de rentrer dans les opérations spécifiques, on regarde un peu juste les principes. On a compris, là, je pense qu'on a essayé de vulgariser le pourquoi de nos diètes. Ils ne sont pas tout à fait pareils, mais il y a comme des principes de base de réintroduction alimentaire. Mais avant qu'on donne les principes généraux, on a passé les 6 semaines, 8 semaines, on est rendu dans c'est quoi les principes avant qu'on en parle. Moi, je vais te lancer quelque chose, tu vas voir comment je vais réagir, mais beaucoup de patientes qui, quand elles sont chanceuses, ils voient des nutritionnistes. Et ils se font, entre guillemets, taper ses doigts parce que leur rapport protéinique n'est pas assez élevé. Bon, moi, ma personnalité étant ce qu'elle est, je dis, pas de stress, c'est pas grave. T'sais. En voulant dire, c'est parce qu'ils sont nerveux. Ils essayent de suivre la recommandation, ils ne l'atteignent pas, puis pour eux autres, c'est un échec. Tu comprends la vision que je vois, c'est qu'eux autres, ils le perçoivent comme un échec. Ce que je fais, moi, dans ce temps-là, vas-y. Je leur demande de couper la poire en 2. Parce que là, ils ont eu les directives, mettons, claires. Là, mettons, j'ai vu le patient 1 mois. Puis là, ils voient la nutritionniste après 2-3 mois. Puis là, elle vient me voir, je leur parle, je lis un peu ce que la nutritionniste a écrit, ils prennent pas assez de protéines. Ouais, mais c'est impossible. Je dis, OK. Là, moi, j'essaie de donner un objectif entre les deux, tu sais. Je dis, regarde, fais ce que tu peux, on verra. Ton albumine est correct, ça veut pas dire grand-chose. I know it. On fait ce qu'on peut. Pas sur l'albumine, par exemple. Puis là, on a les prises de sang, tu sais. Puis là, je dis, regardez, c'est trop difficile. Bien, commencez par essayer d'atteindre la moitié de l'objectif. Puis après ça, quand vous allez être là, c'est bon. On y va. L'alimentation après, parce que, tu sais, on pourrait partir de tout bord. On va essayer de ramener ça sur... Là-dessus, messieurs, par exemple, l'apport en protéines, puis pourquoi, justement, la personne qui est en train de nous écouter, pourquoi est-ce qu'on veut absolument le mieux possible l'atteindre le plus rapidement possible? C'est qu'à quelque part, la perte de poids au début, elle est très rapide, peu importe l'intervention, surtout s'il y a de la malabsorption, mais lorsqu'on a une perte de poids rapide, non seulement on va perdre de la masse adipeuse, donc du gras, mais aussi de la masse musculaire, ce qui est notre métabolisme de base à long terme. Donc, si on ne couvre pas quand même rapidement nos besoins en protéines, c'est ces personnes-là qui vont venir cogner à la porte 2 ans, 3 ans après la chirurgie. Je n'ai pas nécessairement perdu autant de poids que je le désirais ou surtout, j'ai regagné du poids. Pourquoi? Bien parce que j'ai perdu de la masse musculaire initialement et même si je mange encore relativement peu,
même en mangeant de petites quantités, mon métabolisme de base a été affecté à nouveau. OK. L'idée, par exemple, ça là-dessus, je veux absolument faire du pouce sur ce que tu as dit parce que faut pas que ça devienne culpabilisant de ne pas atteindre ses besoins en protéines. Exact. Et là, au risque de prêcher pour ma paroisse, bien, les nutritionnistes, on est des spécialistes de la créativité pour les protéines. Il y a 1001 façons d'augmenter son apport en protéines. C'est sûr qu'un des éléments de base, petit clin d'œil à notre podcast précédent, la répartition, le nombre de fois qu'on mange par jour. Ouais. Si on mange moins que 6 fois par jour, c'est impossible d'atteindre ses besoins en protéines. Mais de nos jours, hein, là, on est en 2024, l'industrie alimentaire qui, des fois, fait des drôles de choses, mais fait aussi des bons coups. Il y a vraiment des produits extraordinaires qui sont sortis au cours des dernières années. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans en chirurgie, on n'avait pas grand produits bons au goût. Ouais. Maintenant, d'atteindre des besoins en protéines en fonction de nos propres besoins, il y a des options. Il faut être créatif, mais ce n'est pas impossible. Donc, c'est là aussi que l'accompagnement devient, surtout si on a de la misère. Il y en a qui vont très instinctivement, selon leurs préférences alimentaires, répondre à leurs besoins. Là, ça fait une couple de fois que je dis besoin en protéines, là, sauf que des besoins en protéines, c'est différent d'une personne à l'autre. C'est ça. Ouais. Donc, dans la population en général, mais après une chirurgie bariatrique aussi. Donc, un des premiers éléments, c'est de savoir c'est quoi nos besoins. Les belles lignes directrices disent un minimum de 60 grammes de protéines par jour. C'est pas faux, mais 60 grammes, c'est juste pour éviter une dénutrition. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on vise un petit peu mieux pour notre clientèle que de ne pas finir couché à l'urgence. Donc, après ça, ben, on ne peut pas s'attendre à ce que les besoins en protéines d'un homme début trentaine qui a joué au football puis qui a un emploi physique soient les mêmes qu'une femme post-ménopausée qui a eu 4 enfants, qui a perdu 100 livres une couple de fois dans sa vie puis qui l'a repris. Donc, de connaître c'est quoi son besoin en protéines, parce que là, des fois, si ça a été mal évalué, peut-être qu'on met la barre tellement haute de façon inutile, bien, on se met en situation d'échec potentiel. C'est cette situation-là qu'on a des fois qui se présente, parce qu'on l'a répété à tous les épisodes sans arrêt, on n'a pas beaucoup de support nutritionnel dans nos propres installations. Puis nous, on n'est pas équipés. Notre bagage n'est juste pas là. Exactement. Fait que souvent, j'ai l'impression que le ou la patiente rencontre rapidement ou whatever la situation, puis se fait dire « Oh boy, à ton poids, tu devrais avoir 90 grammes de protéines. » Puis le patient, il est 8 semaines après l'opération. Il y a encore de la difficulté. L'estomac est encore un petit peu dur. 90, justement, il n'y a pas toutes les connaissances alimentaires. Fait que donc, oui, il mange des protéines, mais il ne prend pas l'élément le plus protéinique. T'sais, on parle juste des yogourts. À un moment donné, si je parle aux patients, des fois, ils disent qu'ils ne connaissent même pas ça, le yogourt grec. Ouais, non, c'est fou. Mais moi, je te dis quelque chose, si tu me permets, j'aimerais ça que tu élabores, parce que je pense que c'est important. Tu as dit 3 repas, 3 collations. Là, on parle de la diète post-op, passer la progression des textures, mettons, on va appeler ça comme ça. Moi, je parle souvent aux patients qui, en amont de la chirurgie, qui après la chirurgie, ils vont devoir réapprendre à manger, puis qui vont devoir prendre 3 petits repas par jour avec 3 collations, et que chacune de ces prises alimentaires-là devrait être accompagnée d'une prise de protéines. Est-ce que c'est ça que tu recommandes aussi? Tout à fait. Donc, au fond, pour chacune des prises alimentaires qui a une source de protéines, puis c'est là que tout dépendant, justement, l'enflure qui est encore présente, bien, des fois, une prise alimentaire, ça peut se faire sous forme liquide. Je pense aux laits protéiques maintenant qui sont disponibles. Je pense à plein de substituts de repas. Produits en pharmacie. De produits pharmaceutiques. Puis il y a une différence entre un substitut de repas et un supplément de protéines. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes dosages. C'est pas les mêmes dosages, c'est pas les autres nutriments. Donc, quand on dit de faire le ménage de nos connaissances en nutrition aussi, il y a de ça aussi. Donc, de bien connaître nos sources de protéines, ça représente à peu près combien cette quantité-là. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout calculer, tout mesurer? Pas nécessairement, mais d'être capable d'avoir une bonne orientation dans le monde des protéines, bien oui, c'est requis. Donc, de jouer sur la quantité totale, la répartition dans ma journée, puis ensuite sur cette variété-là, ça serait comme les 3 éléments du premier pilier en termes de nutrition. Donc, c'est ce qu'on parlait tantôt. On a parlé un peu de le post-op immédiat. On a fermé ce dossier-là. Là, on est vraiment dans les principes de base post-chirurgical, et c'est ce que tu viens de dire. Oui. Donc, le premier pilier étant vraiment d'aller adresser les protéines. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur vie, vont avoir calculé leurs calories, vont regarder les étiquettes nutritionnelles, puis vont regarder le focus sur les vilaines calories puis l'énergie. Quand là, on veut vraiment amener notre focus sur couvrir mes besoins en protéines dès que possible en étant créatif. Donc, déjà là, on change un petit peu notre mindset, notre vision face à l'alimentation.
Puis là, ben, on va aller placer. C'est quoi ma quantité pour moi? C'est quoi la répartition dans ma journée? Parce qu'encore là, si je prends jusqu'à 60 parce que j'en ai, moi, des fois, qui, la première fois, je mange assez de protéines, Evelyne, mais jusqu'à midi, ils consomment peut-être 15 de leurs besoins. Ah, mais j'ai tout le temps faim en soirée. C'est parce que pendant des heures dans la journée, le corps est en mode peu survie, ne couvre pas ses besoins. Donc, d'aller jouer sur la répartition, puis d'utiliser les suppléments si requis. Si on a eu beaucoup d'enflure, on va peut-être en avoir besoin un petit peu plus longtemps. Si on aime vraiment les suppléments, ça se peut qu'on décide de les garder. Mais tu sais quoi, je suis heureux d'entendre dire ça parce que je ne suis pas un nutritionniste. Mais des fois, j'ai des patients qui ont des vies compliquées. Exemple, camionneur. Il fait Montréal-Rouyn-Noranda. Il n'y a pas grand sushi puis d'épicerie fine entre Mont-Laurier puis Rouyn-Noranda. Moi, je leur dis, ben, il y a des suppléments. Il y a excusez-moi, en anglais, le replacement meal, des remplacements de repas. Substitut de repas, pardon, merci, c'est le bon mot. Ce qu'on a donné à nos patients avant l'opération. Ouais. Je dis, il n'y a personne qui... Puis des fois, les gens ils se sentent coupables de le prendre. Je dis, non, vous n'avez pas compris. C'est beaucoup mieux ça que de sauter un repas ou de manger quelque chose qui est totalement inadapté à vos besoins. Moi, je dis tout le temps, il faut prioriser les vrais aliments le plus possible. Ça demeure que de manger la vraie nourriture, parce qu'on revient aussi que perdre du poids, ce n'est pas égal à la santé nécessairement. Donc, de manger des vrais aliments le plus souvent possible, mais d'avoir comme justement plan B ou comme solution de rechange des substituts de repas ne fait pas du tout en sorte qu'on est en situation d'échec. Au contraire, c'est de plus de trouver des solutions à notre réalité à nous. Donc ça serait vraiment le premier pilier là, de la triade nutritionnelle à mettre en place après la chirurgie. La triade nutritionnelle. Moi, je pense qu'on devrait se faire une affiche avec ça. Hein? J'adore ça. J'ai un beau petit schéma de triade nutritionnelle, messieurs. Les documents sont... Tu peux je sais, c'est malade tes affaires. Mais je veux juste dire, tu sais, tu as dit l'épicerie fine puis les sushis, puis ça, je pense que c'est vrai. Puis on comprend qu'en 2024, surtout depuis quelques années, bien manger, entre guillemets, bien manger, ça coûte cher. Mais je vous dis, les nutritionnistes, c'est des experts de tous les petits trucs. Puis les patients qui consultent des nutritionnistes qui ont une expertise en bariatrique, ils se font donner des trucs pour manger des bons aliments à prix raisonnable aussi. Il s'agit d'aller chercher les ressources parce que c'est possible de trouver les bonnes affaires aussi. Je vais juste divaguer un petit peu parce que, tu sais, à tout bout de champ, on aime ça. Tu aimes ça pour lancer des questions crunchy. Puis, généralement, même nos invités, on lance des petites questions crunchy de temps en temps. Les nutritionnistes, ils aiment ça, s'occuper des patients qui ont eu la chirurgie? Oh là là, c'est une question pleine de rebondissements. Je dirais que présentement, il y a quand même, comment dire, l'obésité, ce n'est pas reconnu comme une maladie chronique par tous les professionnels de la santé. Ça ne l'est d'ailleurs pas par le gouvernement non plus. Donc, il y a beaucoup de personnes, dont des collègues, qui vont dire que l'obésité n'est pas une maladie et plutôt justement qu'il faut être dans l'acceptation des différents formats corporels. Moi, là-dessus, je reviens toujours à c'est pas à moi comme professionnel de la santé de décider si le poids de l'individu nuit à sa qualité de vie. Puis justement, l'IMC, indice de masse corporelle, indice complètement imparfait. Moi, je n'utilise pas l'IMC. En fait, je l'utilise dans le cadre de l'EOSS, le Edmonton Objective Subjective Scale. Merci à Dr. Sharma qui nous a sorti ça en 2009. Mais pour vérifier, oui, la santé physique, la santé mentale et la santé fonctionnelle. En quoi mon poids est problématique dans mon quotidien. Donc, c'est sûr que pour certaines nutritionnistes, on passe plus par le mode l'alimentation intuitive, pleine conscience et accepter les différents formats corporels. Puis, je ne suis pas du tout contre cette approche-là, mais je sais aussi que certaines personnes souffrent. Puis je vais prendre certains mots de certains de mes clientes. J'ai l'impression d'être dans une prison. Mon corps m'empêche de faire ce que je veux. Les maladies chroniques sont en train de s'installer. Je veux avoir une belle longue vie. Donc, est-ce qu'on est beaucoup de nutritionnistes spécialisés en chirurgie bariatrique? La réponse, c'est non. Je pense qu'il y en a plusieurs de plus en plus qui démontrent un intérêt. D'ailleurs, mon ordre professionnel a sorti dans les dernières semaines un beau papier sur justement les différentes approches face à la prise en charge de l'obésité et de la gestion du poids. Et évidemment, il y a notion de chirurgie bariatrique. Je pense que ça va prendre de plus en plus de place, mais il y a encore du chemin à faire. Comme en médecine de façon générale, parce qu'il y a encore certains médecins... Non, mais c'est parce que... En chirurgie aussi. C'est la même affaire. En chirurgie, c'est là depuis longtemps. C'est pour ça que je disais que c'est une question crunchy, mais on vit la même affaire. Les endocrinologues, c'est pas tout le monde qui s'intéresse. Les chirurgiens, c'est la minorité qui font de la chirurgie bariatrique. Les médecins de famille, il y en a beaucoup qui
ils ne nous réfèrent même pas les patients parce qu'ils Mais croient pas, ça, pas à la c'est chirurgie. Christian qui nous parlait de ça. Moi, j'en Ouais. revenais pas. Ouais. Que c'est dur d'avoir une consultation, Ouais. même si Ouais. tu souffres d'obésité de classe. Non, c'est ça. Mais de toute trois. façon, je vais vous ramener à l'ordre parce qu'après ça, avec ce qu'elle a donné tantôt, ça m'a donné aussi un élément parce que tu as amené quelque chose que je vais vouloir qu'on amène dans un autre podcast qui est un peu. Si on veut parler de l'aspect psychologique aussi, Ouais, à un le moment donné, on va en bien-être et parler, tout c'est ça. sûr. Puis moi, il y a une affaire qu'il faut que je fasse attention dans ce que. Pas que je fasse attention, que je ne veux pas rentrer en profondeur là-dedans parce que c'est un de mes chevals de bataille, mais l'acceptation, malheureusement, comme spécialiste, chirurgien bariatrique depuis 27 ans, toutes les études démontrent que plus ton poids augmente, plus ton incidence, ton risque de mortalité quotidienne augmente. Mhm. C'est tout. Donc, vous comprenez que fait que là, tu sais, on comprend nos patients, ils vivent le désarroi, ils vivent Mhm. le rejet, ils vivent toutes sortes de choses. On le comprend, on travaille là-dedans, on les suit, nos patients. Malheureusement, si je mets mon chapeau de spécialiste en obésité, ça fait pas l'équation. Parce qu'il y a un risque associé Il y a un qui est risque- purement mathématique. Un risque associé, mais pas une causalité. Non, c'est c'est là, ça, c'est ça. justement, Non, que c'est ça. toute Mais la c'est un risque. Mais il est bataille... là, les statistiques sont là. Mais par contre, on sait, puis je parlais, puis je fais référence encore à notre merveilleux podcast Ouais. que je vous encourage à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, sur la préparation. Donc, il faut faire attention sur les attentes parce qu'on sait que perdre 10 de son poids total, Ouais. en termes de prévention, on l'a déjà atteint. Mais souvent, si l'attente est d'atteindre un poids santé, là, la chirurgie bariatrique, C'est pas l'objectif. c'est pas C'est pas l'objectif. l'objectif. Mais Non. ça, souvent, c'est peu ou mal nommé, oserais-je dire, Ouais. par plusieurs chirurgiens. Et donc, la personne se sent en situation d'échec parce qu'elle n'a pas atteint son poids santé, qui n'a jamais Ouais. été l'objectif Non, initial. non, ça, c'est Est-ce qu'on pas on va se faire un podcast sur toutes les affaires crunchy comme ça? Ça Oh serait pas oui. pire, ça. Hein? un Quitte- crunchy Un podcast. crunchy podcast, quitte à ramener quelques invités puis rentrer dans les affaires là, Un beau qu'il y ait débat, un là. beau débat qu'on reste plus. On revient parce que là, on a Oui. dit qu'aujourd'hui, on s'occupe du post-opératoire. On a parlé un peu la première phase. La deuxième phase, on a parlé, tu en as parlé. Là, on rentre juste grosso modo. Quelques problèmes fréquents? Non, ou- juste, est-ce que pour toi, c'est une différenciation Ben, nutritionnelle? je finaliserais peut-être parce Ouais. qu'au niveau de la triade, qui dit triade, Ouais. dit 3 aspects. Ouais. Là, on a parlé des protéines, mais Ouais. là, il ne faut pas oublier justement la mastication, notre hydratation. Ouais. Parce Fait que que ça, c'est tes trois piliers. mais c'est quand pas t'en mes parles. 3 piliers. Mes protéines, hydratation, mastication. OK. À partir de là, ces 3 volets-là, on les divise en 3. Donc, protéines, on vient de le dire, ma quantité, ma répartition, ma variété. Ouais. Je passe à mon hydratation. La quantité totale qu'on est capable de boire après une chirurgie, c'est pas facile parce qu'il faut réapprendre. Moi, j'utilise beaucoup l'expression bébé estomac, réapprendre à manger comme un enfant sans vouloir être infantilisante du tout. Ouais. Mais on ne peut plus caler, on ne peut plus prendre des Ouais. grosses gorgées. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas une chirurgie, boire 2 litres d'eau par jour, bah, je peux faire un petit peu de rattrapage, j'en bois un peu plus, mais c'est pas possible. Donc, la quantité, c'est pas facile. La qualité, donc, principalement de l'eau ou des boissons protéinées, mais tout ce qui est uniquement énergétique, dont l'alcool, avec ses risques associés, il faut que je sois une vigilance particulière. Et finalement, le moment où je m'hydrate. 30 minutes avant, je dois arrêter de boire, rien boire pendant. 30 minutes après, je ne dois pas boire, mais boire suffisamment. Donc, ce volet-là d'hydratation qui paraît si simple et complexe dans le day-to-day, parce que je mange 6 fois par jour. Là, 6 fois par jour, où est-ce que je ne bois pas pendant 1 heure Ouais, il y a et une demie? gymnastique. Il y a une gymnastique, là, Tout à il y a fait. une rigueur. Mais tu vois, moi, ce que je vois le plus souvent en pratique, là, c'est exactement ce que tu as dit, ce qu'on appelle ça le calage. Là. On est tous là à boire de l'eau. Moi, mais, tu sais, moi, un verre d'eau, là, ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est là, là. Regarde, il est descendu juste de ça. Puis moi, il descend tranquillement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes patients. Tu sais, tranquillement. Tu vois une paille. Moi, Traîner la bouteille d'eau. traîner la bouteille, puis tu sais, pas les habitudes. C'est sûr il fait chaud dehors, tu arrives d'un Pourquoi exercice. est-ce que l'eau quelconque. passe pas? Moi, je pense pas qu'elle passe pas. C'est là que je t'amène. C'est pas Vas-y. qu'elle passe pas. Il ingurgite à une vitesse trop rapide par rapport à un bébé estomac qui n'est pas encore en capacité. Tout ça, il Pour est pas toi, c'est une rendu. question de vitesse. ça. C'est totalement ça. Totalement. Vitesse, grosseur de gorgée probablement, Ouais. mais il y a même un changement de goût. On a uniquement des hypothèses, mais il y a plusieurs personnes. moi, C'est je commun, fou, Ouais. là. comme quoi L'eau l'eau goûte ne plus goûte bon. plus bon. Puis Je là, l'ai entendu. on a éliminé des carences nutritionnelles. On va penser à l'anémie, un manque de zinc. Il n'y a rien qui apparaît dans les labos, mais l'eau ne goûte plus bon. Il y a une hypothèse, mais qui est loin d'être démontrée Vas-y. au niveau du changement du pH de la salive. Parce Ah. que si on va jouer, c'est très théorique, mais Ouais. si on va jouer nécessairement sur l'acidité gastrique, Ouais.
il y a une achlorhydrie, c'est moins acide, donc possiblement qu'il y a un ajustement au niveau de la salive. Puis la personne que ça fait des décennies qui boit l'eau avec une certaine Avec un certain saveur, avec un certain pH, il y a un changement tellement drastique. c'est Mais intéressant, ça. on est J'aime ça. au stade très hypothèse. OK. Et évidemment, ben, il y a Ouais. des solutions qu'on peut mettre en place en nutrition. Mais tout ça pour dire que Ouais. l'hydratation, c'est quand même un gros volet qu'on a tendance à un petit peu écarter comme si c'était donc facile. Mais OK. au-delà. Puis finalement, ben, la mastication. Mastication, encore Ça, là, c'est essentiel. qui est un peu un synonyme aussi de la grosseur de nos gorgées, parce que Pareil. la grosseur de la bouchée, le nombre de mastications, certaines lignes directrices parlent de 20 mastications par bouchée. Bon, là, d'un point de vue pratico-pratique, je peux vous dire que ça devient de la bouillie. Là, pour ça le... commence à être... Voyons. Si vous avez C'est un l'occasion de broyeur, ça. l'essayer, 8 à 10 d'un point de vue pratico-pratique, mais même 8 à 10 mastications dans C'est le long, monde là, ce qu'on actuel, fait. c'est beaucoup. Donc, ça demande de la pratique pour pas justement avoir ces épisodes de blocage-là, d'inconfort-là. Puis, ce qui est mal compris bien souvent, c'est le délai entre les bouchées. On parle souvent de la durée des repas, qu'il faut déposer la fourchette, ce qu'on dit tout le temps. Là, tu sais. manger Ça, avec sa main non Ouais, dominante. moi, je demande. Écoute, c'est comme. J'apprends à manger à mon gars, là, Ouais. il y a 11 mois. Là. Puis là, je comprends c'est quoi prendre mon temps en mangeant, tu sais. Mais mettons en rafale, là, par rapport à l'idée. Parce que là, mastiquer des petites bouchées lentement Ouais. à chacun des petits repas et des collations. OK? Ouais. Ça, c'est un des piliers. Je Mhm. résume-tu pas pire? Tout à fait. Pour l'hydratation, là, mettons en rafale, là, les petits trucs, là, moi je dis ajouter un petit citron ou un concombre ou peut-être une Changer petite le goutte goût. de Mio. Ouais. Changer le goût de l'eau. Pour changer la température, un petit peu de Gatorade G0 dans l'eau. Ça à fait. ressemble-tu à ça, tes trucs? Tout à fait. C'est toutes des bonnes options. C'est sûr que la disponibilité demeure, même si ça a l'air très de base, mais de l'avoir, le verre d'eau, la bouteille d'eau, l'eau aromatisée. Pour la petite gorgée. Pour la petite Ouais, gorgée. ouais. La paille, qui fait aussi débat. Certains centres hospitaliers vont dire la paille, c'est banni à vie. Il y en Ça a change d'autres quelque qui chose vont... pour toi, la paille? Ben, moi, Moi, je comprends pas la logique. Moi, de j'ai cette jamais affaire-là. réfléchi à ça. Moi, j'essaie juste de dire aux patients, Excuse-le. essayez de boire lentement. Trouvez-vous le truc. Puis, tu sais, Non, mais moi, qui boit une paille, pas de paille, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Là. C'est pour diminuer les risques d'aérophagie. Ouais. Lorsqu'on C'est est ça. en train de boire à la paille, il y a certaines personnes, un peu comme quelqu'un qui mâche de la gomme, Ouais. il y a certaines personnes qui vont avaler beaucoup d'air lorsqu'ils vont mâcher de la gomme. Avec la paille, il y a certaines personnes qui, au niveau de la coordination de la déglutition, vont avaler beaucoup d'air en même temps. Ça va leur créer une pression et faire Inconfortable. énormément Ouais, tout à fait. d'inconfort, éructation, pour pas dire des bons gros rottes désagréables, ce qui vont faire en sorte qu'ils vont moins boire par la suite, parce que sociétalement parlant, déjà qu'il peut y avoir certains désordres gastro-intestinaux avec une chirurgie, si en plus on se met à avoir Ouais. des éructations, non. Mais en même temps, certaines personnes n'auront aucun problème Fait- avec la paille. Fait qu'on pourrait dire, si vous avez l'impression d'avoir plus d'inconfort parce que vous buvez avec une paille, peut-être essayer de ne pas boire avec une paille. Si ça ne change rien dans votre vie, Ouais. on s'en fout. Je dirais, c'est le cas, mais moi, souvent, puis là, c'est vraiment juste une question de pratique personnelle là, depuis le temps que j'en fais. Je vais souvent dire, par exemple, d'attendre un bon 3 mois avant de l'intégrer parce que en bas de 3 mois, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent encore de l'enflure, de l'œdème, c'est un effet d'un nouvel aliment que j'ai réintégré, que je filais moins T'essaies de bien. sortir ça du tableau au début. Exactement. Ce que je OK. peux retarder un petit peu comme réintroduction, Ça. un peu comme l'alcool, on le sait que pour éviter ce qu'on appelle le transfert de dépendance potentielle, même si la dépendance alimentaire n'a pas Ouais. été encore officiellement reconnue, il y a plusieurs spécialistes, dont certains psychiatres de renom, qui reconnaissent la dépendance alimentaire. Mais on sait que chez les personnes qui souffrent d'obésité, Mhm. qui ont recours à la chirurgie, le risque d'alcoolisme fonctionnel est Ouais. beaucoup plus élevé après. Ouais. Donc, on va recommander de ne pas réintégrer l'alcool pendant au moins 6 mois. Et après 6 mois, ben, de se questionner sur le pourquoi, mais aussi sur l'apport énergétique, l'apport calorique que ça amène sans nutriments. Puis là, je t'amène un beau papier scientifique que j'ai vu qui était super intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après un patient qui avait eu des sleeves, ils ont mesuré l'alcoolémie directement. Tu veux dire en même temps que les prises de sang, mettons? Prise de sang, alcoolémie, mettons, je te Ouais. fais boire un verre de vin. Toi, tu n'as pas été opéré. L'autre patient, Ben, ça accélère la vidange gastrique, donc ça doit être Non, plus mais- élevé après une sleeve. c'est le double. Ouais, c'est ça. Donc, c'est du double. Ouais. Moi, ce que je dis à mes patients, vous avez une belle soirée, tu fais attention, tu vas juste prendre 2 verres de vin. Fais attention, c'est comme tu en as pris 4. Alors, si tu prends la voiture, tout de suite après, il ne faut pas que tu oublies que c'est comme si tu venais de prendre 4 verres de vin. Mais certaines personnes sont asymptomatiques. Donc, ça va être vrai s'ils passent c'est ça. l'alcotest, C'est ils ça. seront Mais ça, arrêtés, mais n'auront pas les symptômes, Exactement. comme d'autres vont rapporter, ben là,
Je me rappelle d'une patiente, une jeune grand-maman qui, Ouais. justement, grand-maman n'a pas pu finir le souper familial. C'est la première fois qu'elle réintégrait le vin, qu'elle a pris en apéro parce qu'elle ne boit pas en mangeant. Donc, Ouais. le but avant, mais grand-maman, il a fallu qu'elle aille s'étendre parce qu'elle se sentait trop en Ouais. état d'ébriété Tout à devant fait. sa famille. 2 pour Donc, 2 pour 1, oui. C'est un super beau papier, c'était vraiment excellent. Mais je ne suis pas surpris Ouais. parce que C'est encore plus vrai avec c'est- les bypass gastriques, par contre. Les personnes qui ont recours à un bypass, parce que la sleeve, on a quand même il y a encore un notre petit pilar pilar. qui ralentit la vidange gastrique. Excellent. Alors, on est rendu dans la... Nos 3 piliers sont faits. Trois Notre piliers sont protéine, mastication, hydratation. Parfait. Mais ça, on va le résumer. Là. Si vous avez des problèmes en posture, vous vous demandez sur quoi vous avez besoin de travailler. Protéines. Non, mais à soir, je pense que je vais demander, je vais claimer mon éducation médicale continue au collège des médecins. c'est bon. Tu sais, là, Non, mais pour je vais vrai, remplir mes... protéines, Oui, mastication, hydratation. excellent. Parfait. On tourne la page. On va essayer juste sommairement, parce que le temps avance. Je pense que beaucoup d'éléments que tu as nommés qu'il faut faire, dont les piliers, s'appliquent énormément à la sleeve. Hein. Tu sais, dans la sleeve, vas-tu faire quelque chose d'autre de différent que tu vas dire aux patients, à part tes 3 piliers? Pas nécessairement. Honnêtement, ce qu'on va surtout adresser, c'est le quotidien. Parce que ça, c'est des belles recommandations. Ça s'explique bien, ça fait du sens. Mais le défi, comme n'importe quoi, c'est le day-to-day, le pratique. Là, tu individualises. C'est ça, c'est d'individualiser. Puis c'est là que de l'expliquer comme ça, déjà, il y en a plusieurs plus autodidactes, vont prendre l'information, vont être capables de le mettre en place. Un peu. Il y en a d'autres, c'est vrai que, concrètement, là, c'est bien beau de dire mes protéines, mais qu'est-ce que je peux cuisiner? C'est quoi des idées recettes? En toute honnêteté, c'est pas ma partie préférée, faire des idées recettes. Moi, j'aime ça, travailler le comportement alimentaire. Mais là, pourquoi est-ce que tu manges tel aliment? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est une préférence? Donc, la différence entre la sleeve, le bypass, la SADI ou la DBP, il n'y aura pas nécessairement un changement en termes de recommandations directes, quoique l'apport en protéines. Bien, là, je vais pas t'amener parce qu'on a parlé. Parce que, tu sais, je voulais qu'on focus beaucoup sur les. On l'a dit tantôt, nos patients écoutent beaucoup les podcasts. Ils veulent aller chercher de l'information qu'ils vont récupérer là, au day by day. Ils veulent. On se rend compte, des fois, on philosophe, là, mais ils veulent vraiment. Tu sais, ils veulent des recettes. Je ne veux pas trop aussi. Puis je pense que tes piliers, c'est excellent. Parce que ça, pour eux autres, là, c'est compréhensible. Ils savent c'est quoi, puis ça dit quelque chose. OK? On a parlé de la sleeve. La sleeve, on dit, bien, finalement, c'est les piliers. Tu respectes les piliers, ça va. On va finir par le bypass. OK? Tu vas finir par le bypass. Oui, on va finir par le bypass. On fait tout le temps ça. Tout le temps, toujours pareil. Hein? Toujours pareil. C'est comme notre mal-aimé sur le bout. Hein? C'est ça. On s'en va à la dérivation biliopancréatique ou la version maintenant SADI qu'on appelle. Donc, c'est une procédure qui d'emblée a une sleeve. Fait que c'est un peu les mêmes conseils. Qu'est-ce que tu dis aux patients? Parce qu'on sait qu'on amène des gens plus en malnutrition, ils ont besoin vitaminiques. Mais côté nutritionnel, qu'est-ce qu'il faut dire à ces patients-là pour éviter les problèmes de « ils vont à la toilette trop souvent ». Ce qui est certain, c'est qu'un des messages clés, ça, indépendamment du poids, c'est que tous les aliments qui sont particulièrement gras, plus sucrés, vont entraîner une espèce d'appel d'eau au niveau intestinal et donc plus de ballonnement, plus de borborisme. Ça, c'est le petit extraterrestre qui se réveille puis qui va déranger 3-4 portes plus loin. Donc, les bruits intestinaux et potentiellement diarrhée, voire fuite anale. Donc, c'est sûr que gras et sucre, ça va toujours être à considérer. Mais surtout, c'est de découvrir pour soi-même c'est quoi les quantités qui sont trop. Parce que j'en ai... C'est individuel. Chaque patient n'est pas à la même place. Oui, puis même si c'est par le même chirurgien, la même intervention chirurgicale, il y a certaines personnes qui vont être capables de prendre leur petit bol de chips à tous les soirs, oui, en pleine conscience, vont prendre le temps de les savourer, de les masquer, combinés avec une petite source de protéines parce qu'ils écoutent quand même les conseils d'Evelyne, et qui vont avoir non seulement un parcours pondéral optimal et qui vont être capables de ne pas avoir de problème gastro-intestinal, comme il y en a d'autres. Oh, là, un demi-avocat, un petit peu trop d'huile dans ma salade de légumineuses, puis je vais courir les toilettes. L'avocat, on sait, quand même, c'est des bons gras. C'est des bons gras, là, mais c'est ça. Oui, puis la SADI, la dérivation biliopancréatique et le bypass, d'ailleurs, ne fait pas la différence entre les bons et les mauvais gras. C'est des gras. Donc, autant d'un point de vue santé, donc santé globale, on ne fera pas semblant qu'un aliment ultra transformé, frit, est la même chose qu'un avocat ou que des noix. La SADI, la DBP, mais tu vois, ce que je veux, moi, ce que les gens retiennent bien, c'est ce que tu viens d'expliquer, ce que je passe mon temps à dire aux patients. Gras, sucre, en trop grande quantité, avec une dérivation biliopancréatique. Mais là, on va juste, pour la compréhension, là, la chirurgie bariatrique en simple... ça fonctionne parce qu'on induit une restriction alimentaire. On crée le bébé estomac. Puis là, quand on parle de dérivation biliopancréatique de SADI, on donne aux patients de la malabsorption. Ça passe tout droit. Ça se ramasse dans le côlon. Les bactéries sont contentes.
ça bouge en fou, Ouais. puis les patients payent pour. Oui, exactement. Souvent. Exactement. Fait que c'est ça qui C'est se le bon passe. message. C'est le bon message. Et finalement, oui. Et la malabsorption, évidemment, c'est pour les aliments qu'on veut peut-être plus éliminer volontairement, créer Ouais. la malabsorption, mais c'est vrai que ça crée de la malabsorption pour les Bon. bons aliments, Ouais. les vitamines, les minéraux. Donc, c'est ça qu'il ne faut jamais fait. oublier. Et moi, je veux juste que les patients le retiennent. Ouais. Il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils le retiennent, il faut que ça soit un Là, on ne rentre pas message. dans les suppléments. On rentre pas en les parle suppléments, on un met pas jour. là-dedans. On s'attend. Mais plus on est agressif, plus il y a de la malabsorption. Moi, j'assume que mon patient, on a fait la chirurgie est faite correctement, le patient prend ses comprimés, puis il prend tout ce qui est correct, son bilan nutritionnel, les prises de sang, tout est normal. Mais il est arrivé des événements qui y a trop de borborine, trop de ballonnement, il va trop souvent à la toilette, ça sent pas bon. Et là, quand tu questionnes le côté nutritionnel, tu vois les erreurs qu'ils ont faites. Je veux juste qu'ils retiennent Ouais. qu'il y a un lien direct avec ces Sucre deux et éléments. gras, Sucre et gras. et si on a un conjoint, une conjointe est capable de savoir s'il y a eu Ça- consommation d'aliments un peu plus sucrés, Oui, plus tout gras. à fait. Puis là, si vous avez eu une dérivation biliopancréatique, puis que vous n'avez pas eu de suivi nutritionnel, vous avez besoin d'un suivi Ouais, nutritionnel. c'est excellent. Point. C'est ça. Bon, le temps avance. On finit par, on dit-tu le mal-aimé? Oh, ou- ouais. on y Le va. mal-aimé. Le mal-aimé. Bon, Fait que, y a-t-il des particularités pour le bypass? Le bypass qui arrive, puis sans faire un retour sur l'épisode numéro 2, on n'utilise plus le pilar gastrique. Donc, la fameuse porte de garage à la fin de l'estomac, puisqu'elle là. n'est plus utilisée. Enfin, il est encore physiquement dans le corps, comme on m'avait déjà repris, mais n'est plus utilisé par la nourriture. Donc, Mhm. aussitôt que justement c'est très sucré, très gras, le corps ne sera pas capable de le gérer de la bonne façon, puis il va soit vouloir l'éliminer très rapidement, donc syndrome de chasse, dumping syndrome, donc va vouloir domper, éliminer. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Les grosses chaleurs, tout à coup, là, l'espèce d'envahissement que toute l'énergie va à la digestion. Et là, franchement, c'est là que la qualité de vie, parce qu'il faut toujours revenir à fondamentalement la qualité de vie, avec le bypass, on a peu de latitude au niveau des aliments sucrés et gras. Autant, justement, avec la dérivation, la SADI, ça ne sera pas agréable, mais on peut continuer de fonctionner et craquer une allumette en Ouais. bon Puis les québécois. patients, ils comprennent plus. Ils le savent. Ouais, j'ai eu une fête d'enfant, j'ai Je peux te pris. faire une image pour que les Vas-y. patients comprennent ce Vas-y. bout-là? Vas-y. La sleeve, on réduit l'estomac. Oui. Quand on dit pilar, c'est le muscle. C'est le dernier bout de l'estomac avant que ça devienne l'intestin grêle, OK? Puis il faut que vous compreniez ça un petit peu comme un barrage. Right. Fait qu'on envoie de l'eau en amont, l'estomac, c'est le réservoir, puis le pilar, lui, il ouvre les vannes ou il ferme les vannes, Selon puis les il laisse besoins. aller selon les besoins dans le reste de l'intestin. Alors, quand le patient a une sleeve, l'anatomie est normale. Quand le patient a une dérivation biliopancréatique ou un SADI, le pilar est là. Oui, l'autre bord, c'est plus le chemin normal, mais le pilar est là. Il est Donc, là. Grosse le différence. barrage fait Son la travail. job. Tandis que dans la dérivation gastrique, il n'y a Il- plus de barrage, puis le réservoir est très petit, plus petit que Mhm. dans un SADI. Alors, c'est ça qu'il faut que vous compreniez Ouais. de ton intervention aussi, Fait puis du que, pourquoi. justement, ce qui est bon dans ce que tu viens de dire, c'est que pour avoir. Chaque patient est individuellement différent, mais il faut une dose de. Je fais une image, là, un gâteau de fête. Il faut que les gens soient laissés aller pas mal plus pour avoir des symptômes avec le SADI. C'est ça. Surtout le SADI. Alors qu'avec le bypass, Pour les sucres, surtout. les sucres, là, surtout les sucres commerciaux, les Ben, choses comme ça. c'est là que, disons, que la chirurgie, bébé estomac devient beaucoup plus capricieux, Ouais. pour reprendre justement des Ouais. analogies, avec justement un bypass. Donc, il va y avoir beaucoup moins de. Une petite change peut en prendre un petit peu plus. Puis le problème, c'est que des fois, oui, ça peut être justement le syndrome de chasse. Donc, il va avoir un effet beaucoup plus intestinal, beaucoup plus dans l'urgence. Ouais. Certains vont le comparer à un épisode de gastro en la partie entérique. Là. L'urgence, je dois y aller tout de suite. Mais ce qui peut arriver aussi, c'est justement, puis on en parlait en début d'épisode, des hypoglycémies postprandiales. Ça, c'est la deuxième affaire. Je viens de manger sucré. Là. Ben voyons, c'était sucré. Mais là, pas longtemps après, là, vraiment, je commence à avoir des tremblements, même des troubles de vision, des grandes chaleurs, une fatigue, comme si je devais là, m'effondrer, aller faire une sieste, voire, puis là, tout à coup, une urgence de manger. Donc, ce qui arrive avec le bypass, c'est que souvent, malheureusement, le sucre va monter très rapidement dans le sang, mais va surtout prendre la cascade, la chute. Il là, s'écroule. va s'écrouler et va aller à un niveau de dangerosité. Ouais. Donc, à ce moment-là, ben oui, ça revient à manger moins sucré pour éviter cette espèce d'escalade-là, pour reprendre les mots de Dr Arruda à l'époque, aller aplatir la courbe. On veut aller aplatir la montée pour pas que ça redescende aussi bas. Parce que des hypoglycémies dans le quotidien,
ça peut changer complètement la qualité de vie d'un individu. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui adore manger sucré, que ça fait partie de ses préférences alimentaires, Mhm. déjà là, si on en a conscience, on aura beau se dire qu'il faut que je mange moins sucré. Avant même la chirurgie, pour les personnes qui sont en train de nous écouter, si on adore manger sucré, est-ce que le bypass gastrique est toujours la meilleure option? Mhm. Déjà là, il y a un questionnement à avoir. Donc, une petite question à poser Un par outil les de plus qu'on chirurgiens. va Ouais, garder dans notre. Il y en a qui sont plus salés, il y en a un petit peu plus proche en arrière, sucrés. t'as compris ça? Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que là, encore une fois, Ouais. je vais reprendre l'analogie. Là. Il n'y a plus de barrage, donc quand il pleut, du sucre, pouf, ça s'en va directement dans l'intestin, Ouais. ça inonde le champ, le corps réagit, Ouais. ça fait baisser le taux de sucre, même si c'est contradictoire. Puis les patients ne se sentent pas bien physiquement. Fait que, est-ce que c'est vrai avec les sucres transformés plus que les sucres naturels? Ben, c'est sûr que les sucres concentrés, souvent, ça le dit, c'est Sont tellement concentrés. concentré dans Fait une seule bouchée, l'effet va être plus important. Mais j'en ai des personnes qui vont manger très sainement des fruits, Fruits. hein, des Mais il y a sucres. des fibres dans les fruits. Mais c'est ça, j'ai des fibres, Ouais, ça va qui ralentir ouais, un c'est ça. peu. C'est le bois qui fait que ça Ouais. pogne C'est un ça, peu dans l'absence de c'est ça, barrage. ça vient faire un petit filet de sécurité dans le barrage. Donc, les fruits, l'effet va être moins Ouais. important. Mais encore là, il y a une sensibilité individuelle qui fait en sorte qu'il y a certains fruits qui sont quand même un petit peu moins riches en fibres si c'est consommé seul. Mhm. Encore là, sans protéines. Ouh! Là, je voulais qu'on revienne sur la question qu'on avait eue sur des commentaires sur Facebook, Mhm. justement sur l'hypoglycémie. On ne voulait pas répondre dans le sens spécifiquement. Je pense qu'Evelyne t'a donné des très bons points sur les éléments qui amènent le dumping. On a parlé, le dumping, ça peut être un mélange justement d'inconfort. Ça peut aller jusqu'à les étourdissements, les bouffées de chaleur et le pire des scénarios, c'est la diarrhée. Fait que c'est un peu comme une gradation. OK? L'hypoglycémie, on s'entend que là, on est dans une catégorie qui peut être même dangereuse. Même des patients, tu m'entends là, moi j'ai des patients là, qui font des hypoglycémies tellement sévères que ça en est dangereux, ils ne peuvent même plus conduire leur voiture. Non, c'est ça, j'ai dû en renverser un pour ça. moi. Ça arrive. Alors, justement, si les patients présentent ce genre de problème-là, on s'entend qu'on ne réglera pas ça aujourd'hui avec un podcast. Vous avez absolument besoin de voir, un, en partant, le chirurgien qui vous a opéré. Deux, en général, je vais prendre la même affaire que moi, nous, on réfère à la nutritionniste, puis on réfère aussi en endocrinologie. Ouais, c'est ça, ça prend des spécialistes. Right. Puis si on a des médecins de famille qui écoutent ce podcast-là, il faut référer les patients à leur Right. équipe. Si les patients ont été opérés à l'étranger, là, il faut quand même les référer dans les centres de Ouais. référence ou si les patients sont capables d'avoir des services comme les tiens, d'avoir accès à ce service-là, ça peut vraiment faire la différence entre un Ouais. arrêt de travail pour quelqu'un qui serait tout le temps fatigué alors que c'est Ouais. juste des hypoglycémies. Puis ça peut être dangereux au point de vue, là, parce que quand les Ouais. gens ont des symptômes neuroglycopéniques, ça veut dire de constamment être en manque de sucre. C'est pas bon pour le cerveau, la concentration, ça peut être dangereux sur la route. Ça fait. La plupart des patients répondent bien à une thérapie nutritionnelle avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Après ça, il existe des traitements médicaux, endocrinologie, médecine interne. Souvent, ce pas les chirurgiens qui font ça. Puis souvent, c'est aussi bête que la médication du diabète n'a pas été ajustée. Ouais. Fait que Entre ça, autres. au médecin de famille, glucomètre, Tout à fait. ajustement des médicaments qui donnent des hypoglycémies. Le bypass, il n'a peut-être pas encore perdu de poids, là, mais dans la salle de réveil, la résistance à l'insuline est Hey, différente. déjà. Puis la sleeve, ça marche différemment. Là. Ouais, Fait tout à fait. il faut juste vérifier peut-être que le patient est surtraité au niveau du diabète. Ouais. Puis des fois, il y a des patients qui n'ont pas eu de diabète, qui ont eu une chirurgie bariatrique, surtout le bypass. Ils ont des symptômes hypoglycémie-like. Pourquoi est-ce que ce patient-là ferait des hypoglycémies? Il y a un bypass. Ce patient-là, vous pouvez prescrire un glucomètre. Il peut prendre sa glycémie. Parce que s'il prend sa glycémie parce qu'il ne se sent pas bien, puis il y a un taux de glycémie à 2,9, il peut manger un fruit. Ça va peut-être régler le problème. Ouais. Avec une petite source de protéines quand même pour ne pas retomber Pour plus bas pas par la retomber plus Parce bas, que la tu sais. correction, parce que c'est ça aussi qui est particulier avec les hypoglycémies postprandiales réactionnelles, de ce dont on parle, c'est qu'on ne peut pas corriger l'hypoglycémie de la même façon qu'on le ferait avec quelqu'un Quelqu'un qui a de une anatomie normale. C'est Ouais. ça et qui souffrirait de diabète de type 2 ou de diabète de type 1 parce que normalement, on donnerait uniquement des glucides. Si on fait Ça ça, marche pas en on va bariatrique. juste se retrouver en yo-yo. Puis tu faisais un point excellent concernant l'ajustement de médication. C'est vrai, évidemment, pour les glycémies, mais c'est vrai pour la tension artérielle. Ouais. À surtraiter l'hypertension dont la personne a pu souffrir, se retrouver avec des tensions artérielles à 102/58, les risques de chute. Non, c'est ça. sont Mais ça, importants. c'est un autre chapitre. C'est tout Ça, c'est un autre, autre, ça, c'est un autre Le chapitre. Mais je suivi pense- est important. Right. Mais ce qui est important, je pense qu'on a fait ressortir, je pense. Je vais finir avec ça parce qu'on est rendu à la fin de l'épisode. Les éléments principaux de problématique, on va dire ça, surtout dans les chirurgies plus, on va dire le mot agressives, c'est vraiment le taux de sucre.
OK? C'est vraiment l'élément essentiel. Je pense qu'il faut que les patients réalisent ça. Puis, il y a un autre élément. On dit souvent que le dumping syndrome n'est juste qu'avec le bypass. Il y en a aussi avec la sleeve. La raison est fort simple. On le démontre avec les examens en médecine nucléaire. La vitesse de chasse après une sleeve est plus rapide. Alors, il y a des patients que, pour des raisons physiologiques, sont beaucoup plus sensibles à l'arrivée rapide du sucre dans leur intestin. Alors, ils n'ont pas eu de bypass. Ils ont eu une sleeve, mais ils ont des symptômes qui sont similaires, finalement. On s'entend, c'est la minorité. On voit ça principalement avec le gastric bypass. C'est bon, ça? Ben, moi, c'est ça que je vois dans ma pratique. Écoute, c'est très superficiel. On aurait pu parler quand même pas mal plus longtemps. Je trouve que ça reflète aussi l'importance lors des suivis, particulièrement avec l'équipe médicale, au-delà à la question comment ça va. Souvent, il y a beaucoup de patients qui vont répondre mon poids est de temps. Oui, mais comment va le quotidien? Parce que pour déterminer justement un syndrome de chasse, des hypoglycémies, oui, mais comment ça va dans le quotidien? Parce que si on s'arrête juste uniquement à la perte de poids, on vient d'enlever des volets très importants. Mais vous savez que moi, la plupart du temps, les patients, ils nous viennent avec la problématique. Ça, c'est, je veux dire, c'est un symptôme qui est quand même assez puissant. OK? Je te dirais qu'on en a régulièrement. Puis leur problématique à ce moment-là, c'est pas tant le poids, ça balance, que ça vient interférer. Puis cette semaine, j'ai vu justement une patiente avec une hypoglycémie importante là, qui est en arrêt de travail. Mais ça, c'est quand il y a des problèmes assez graves. Assez graves, c'est ça. Mais là, bref, on en a parlé, il faut les suivre, tout ça. Bref, Evelyne, ce fut un plaisir. Je pense que c'était très instructif. Le côté nutritionnel, on l'a dit au début de l'autre épisode, on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ce qu'on veut, c'est que la formule soit utile pour les patients. Puis on va sûrement nous brainstormer à partir des choses qu'on pourrait faire du côté nutritionnel. Fait que surprends-toi pas, Evelyne, si jamais on te réinvite. Ça sera un plaisir. On va trouver sûrement d'autres aspects qu'on voudrait discuter. Absolument. Puis moi, je voudrais juste quand même prendre une seconde parce que tu prends ton temps pour venir nous expliquer ça, participer à notre podcast. Nous autres, c'est super important. Alors, merci. Puis toi-même, tu es créatrice de contenu, hein, on l'a dit, fait que tu en as fait des choses pour les patients dans ton groupe, il y a énormément. Tu fais pas juste faire la nutrition, là, tu crées un paquet de trucs pour les patients. Fait que si vous êtes curieux, si vous avez l'impression que vous êtes en manque de ressources, on l'a dit plusieurs fois, allez voir le site de Sacré-Cœur, allez voir le site de Pierre Boucher, mais allez voir le groupe et les sites d'Evelyne Bergevin, la nutrition au Québec, du contenu francophone de qualité. On n'en a pas beaucoup, puis toi, t'en fais, merci. Exactement. Mais écoute, un grand merci. Puis sur ça, Alex, on va espérer se voir rapidement. On se fait un plan. On se fait un plan pour le prochain. Merci. Alors, merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Bye. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.